Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bob. I throw, you catch. It's not that hard. La minica s'en allait tout simplement. That's what I do. I lay people out. Bonsoir et bienvenue dans Touchdown et Tartiflette pour la week 18. Touchdown et Tartiflette, c'est votre émission hebdomadaire NFL francophone. Depuis plus de 10 ans, les experts de Touchdown et Tartiflette, Prono NFL, Radio Ça sont là chaque semaine pour causer de la NFL. Abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous des messages, des insultes, tout ce que vous voulez, surtout des suggestions ou un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Ce soir, émission spéciale, fin de saison régulière, fin de l'année, bref, la fin de tout, the end of the world. Ce soir, pour la première fois, notre comité débattra pour décerner les fabuleuses Tartiflette Awards. Qu'est-ce que c'est ? Attends, tu verras bien. Le prix, les Tartiflette Awards, personne ne l'a demandé, mais on l'a fait. Ce soir, le comité est stacked. Tout d'abord, l'auteur de l'Amérique et le sport, l'incroyable Olivier Rival. Le maître de la justesse, notre zèbre fan des Ravens, Olivier. L'inénarrable Jeff, notre sphinx. Bonsoir à tous. Bonsoir Jeff. Des beaux matchs et notre des beaux Hall of matchs. Famer, l'infatigable Pierrot. Vous allez Et voir, pour on va se m'aider régaler. à piloter ce comité de sélection, l'unique, le seul, la légende, FMB, le Robocastor, et le premier round pick de la draft de FootUS de A à Z. Bonsoir Johan, messieurs, en espérant que tout le monde a passé une bonne fête. Messieurs, sans plus tarder, nous commençons les matchs avec la semaine passée. FMB, on rentre dans le vif du sujet ? Alors, oui. Alors, avant de commencer le match, il y a quand même quelques... On oublie à chaque fois de citer les petits records qui sont un peu intéressants. Cette semaine, il y en a eu pas mal. Donc, un premier qui prête un peu à sourire. Dommage que Scooby soit pas là. C'est le record de Drake May, donc qui est rentré dans l'histoire avec 90% de passes réussites pour au moins 250 yards et 5 touchdowns. Donc, il devient quasiment le seul. Donc, bien sûr, c'était contre les Jets. Est-ce qu'on peut dire que... Mais un record, c'est un record, hein, rien à dire. L'autre record, c'est Derrick Henry, qui a rejoint l'ami Tony Dorsett. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Tony Dorsett, c'était un super running back des Dallas Cowboys, et je crois qu'il avait fini sa saison à Denver, sa fin de vie à Denver. Peut-être que je me trompe. Et un autre record qui est un peu passé à la trappe, c'est Ja'Marr Chase, qui a mis fin, enfin c'est pas vraiment un record, il a mis fin à la série de 7 matchs sans TD. Voilà. On peut souligner aussi Brock Purdy qui a inscrit 5 TD cette semaine. Voilà, dont 3 à la passe, 2 à la course. Donc voilà. Et aussi, on peut souligner peut-être pour nos supporters des Saints, les performances du rookie Audric Estimé qui a fait plus de 94 yards. Ce qui est pas mal aujourd'hui. C'est pas toujours. Pour nous les anciens, un bon running, c'était un running qui faisait au moins 100 yards. Mais c'est fini ce temps-là. Voilà. Pour revenir au match de la semaine dernière, alors je vais lancer un peu le débat. T'as oublié un record, t'as pas vu. J'ai oublié un record. Ouais, t'as pas vu que Forbes a valorisé la franchise des Cowboys à 13 milliards de dollars. C'est à peu près 2 fois le prix du Real Madrid. Donc pour un sport comme ça, autochtone et purement américain, ça commence à faire très très chaud. C'est pour ça que franchise parmi les 50 plus grandes valorisations. C'est pour ça que le père Jerry Jones, il s'en fout d'avoir un autre Super Bowl. Je pense qu'il en a rien J'ai une autre stat qui est avec autant de dollars, c'est les Jets qui ont pendant 16 matchs d'affilée n'ont toujours pas fait d'interception. Donc record à battre. Merci Scooby. Tes Jets nous régalent. Ouais, on allait en parler, mais je voulais garder ça pour la fin pour un peu débattre là-dessus. Mais bon. Oui, donc si on revient sur la semaine dernière, il y a quand même pas mal de surprises, dont un Pittsburgh qui se fait battre par Cleveland.
que j'avais prédit, parce qu'il y a toujours des matchs débiles, et donc je me suis dit, celui-là, c'est un match piège. Et je vais lancer le débat sur ce match-là. Est-ce que vraiment les Browns ont-ils trouvé leur QB? Voilà. À vous, messieurs. Je commence par le premier qui rigole. Donc, Olivier. Rival. Non. Non, mais les Browns ne trouvent jamais leur QB. De toute façon, ils vont sûrement changer d'ici les 5 prochains matchs de la prochaine saison. Enfin, je veux dire, les Browns sont incapables de garder un QB. Alors, en plus, Sanders, je n'ai absolument aucune confiance dans Sanders. Là, bon, en ce moment, il faut le dire, les Steelers sont en train de finir la saison en décélérant lentement avant de sans doute perdre dimanche pour ne même pas aller en play-off. Donc c'était sans doute un match fort moyen, mais je pense que les Browns ne trouveront jamais leur QB, ou alors dans une lointaine galaxie future. Est-ce que tu crois qu'ils vont nous prendre Tua? Tu en rêves, ça, JMB. Ils en sont capables, mais bon, j'y crois pas non plus. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires là-dessus avant qu'on passe à autre chose? Non, ok. On va passer aux choses les plus importantes, c'est les éliminés quand même de la semaine, ce qui a mal tourné. Alors pour les Indianapolis Colts, qui finissent avec un bilan à 8-8 pour l'instant. C'était quand même bizarre parce qu'en début de saison, Daniel Jones, on le voyait quasiment MVP, on les voyait en play-off, et puis tout a chuté. Et je ne sais pas, vous avez vu même donc le retour de Rivers n'a pas pu changer grand-chose. Et je me demande si les Colts ne sont pas à l'image du dernier jeu où Rivers a dû sortir parce qu'il a un petit bras. Ils ont fait rentrer Riley pour faire une Hail Mary. Voilà. Que pensez-vous de cette élimination des Colts? Qui veut commencer? Un soufflet. Il y a toujours 2-3 équipes comme ça dans la saison qui partent comme des avions et puis qui disparaissent. Et eux, ils nous ont fait ça cette saison dans les grandes largeurs. Pardon, à vous. Après, ils n'ont pas eu trop de chance non plus par rapport à la blessure de leur quarterback qui n'a pas aidé, mais ils avaient un calendrier facile au départ. Voilà, ils ont essayé de tout faire pour aller jouer les playoffs en plus en faisant le trade pour Sauce Gardner. J'avais trouvé ça un peu énorme, mais au moins judicieux. Ils mettaient toutes les cartes pour y arriver et du coup ça n'a pas fonctionné, mais je pense que tout n'est pas acheté parce qu'on nous aurait vendu que Daniel Jones atteindrait un niveau comme ça chez les Colts. On ne l'aurait pas cru. Donc c'est dommage, mais je pense que s'ils ont Daniel Jones en bonne santé jusqu'au bout, je pense que la saison elle se termine autrement, je pense. Et l'an prochain, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Moi, je pense qu'on voit de plus en plus les équipes de la NFL là qui ont besoin de plus en plus d'un deuxième bon quarterback pour la saison. Ouais. Ça, et soit tu achètes une bonne O-line, la meilleure qui soit, et tu es sécure pendant toute la saison, soit tu achètes un deuxième bon quarterback. Mais après honnêtement, hein, en cible, il est pas très aidé. Hein. En termes de receveurs, j'ai envie de te dire, heureusement que le running est là, comme d'habitude. Le Taylor, là, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais. Après, j'ai envie de dire, là, quand on regarde les équipes qui vont jouer les playoffs, il y a des O-line, ça rassure pas du tout. Et moi, je l'avais dit il y a quelques semaines, moi, je ne comprends pas les franchises NFL, je ne comprendrais pas que tu protèges pas ton quarterback de franchise. Quand tu vois Justin Herbert, il arrive en playoff, il est à moitié cassé de partout. CJ Stroud, ils ont une chance énorme qu'ils soient encore pas cassés. Bon, la O-line progresse, mais tu te dis, il y a quand même des gros problèmes de O-line chez les Texans.
Il y a plein d'autres équipes comme ça. J'ai envie de dire, les Packers aussi, par moment, tu te demandes aussi s'ils protègent bien Jordan Love. Pourtant, il est quand même parfois dans un fauteuil, mais c'est pas toujours le cas non plus. Ça dépend le pass rush que tu as en face. Même encore Josh Allen, quand tu tombes sur une bonne défense, on voit que la O-line des Bills, elle a eu du mal quand même. Bon, c'est la défense des Eagles, je veux bien le comprendre, mais contre la défense des Texans, il a eu beaucoup de mal. Il s'est fait sacrer 5 fois aussi. Et moi, en fait, je ne comprends pas, et je pense que les franchises NFL vont quand même devoir se poser la question de vraiment investir sur des bonnes, et payer leur O-line, que ce soit guard, offensive line, je veux dire, et centre, parce que tu ne peux pas avoir ton franchise QB qui soit autant à découvert pendant une saison et qui finissent par les saisons. Lamar Jackson, on n'en parle pas, au Ravens, c'est catastrophique. Bref, il y a au Bengals, Joe Burrow, ils ont investi, mais ça ne fonctionne pas. Oui, ils investissent, mais c'est des rustines, c'est des joueurs, c'est pas des numéros 10 à leur poste, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et qu'est-ce qu'il faut faire pour ce quarterback? Ben moi, je sais pas, les GM, ils doivent pas les payer assez cher pour pas les protéger, pour pas les protéger. Moi, j'irais plus loin que ça. C'est qu'il y a une différence de niveau entre les premiers rideaux défensifs et les O-line. Je pense que les premiers rideaux défensifs, aujourd'hui, ils sont hyper agressifs, ils sont hyper physiques, ils ont des physiques mais imposants de malades, et on se retrouve avec des O-line, même skinny, pour protéger un quarterback qui est ta pièce maîtresse de ton club. Donc, on est où, quoi? On en a un peu parlé de tout ça, mais je pense qu'il y a peut-être un autre problème fondamental, c'est dans la NFL d'aujourd'hui, c'est que le roster, pour moi, de 53 joueurs n'est plus viable. On le voit aujourd'hui avec toutes les blessures qu'il y a de plus en plus, et avant, tous les joueurs jouaient blessés, et il y en a encore beaucoup qui jouent blessés, mais il y en a beaucoup qui font l'aller-retour dans l'injury reserve. Il y a la pratique squad, on sort des joueurs. Je pense que le fait est qu'on en a parlé aussi, que les QB maintenant courent de plus en plus, qu'ils se font casser, qu'ils ont les protocoles commotion. Donc tout ça fait pour moi que je pense que le niveau baisse parce qu'il n'y a pas assez de joueurs conformes, tout simplement. Et on en a parlé pour les QB la semaine dernière aussi. Ou alors aussi, il faut que les QB soient sensibles à ça et dire on prend un peu moins sur notre contrat, mais on paye des O-line devant nous plus cher et des bons O-line, parce que tu peux pas te permettre tu peux pas te permettre d'avoir autant de quarterbacks blessés ou hors playoff parce que t'as pas une bonne O-line. Si Stroud, ça va, c'est réglé, le problème est réglé, mais ils ont mis un sacré moment. Mais si Stroud, il arrive en playoff, Justin Herbert arrive en playoff, puis je peux en citer d'autres, mais il y en a plein, tu n'as aucune certitude sur le O-line, quoi. Aucune, quoi. C'est grave, quoi. C'est gravissime, quoi, je trouve. Oui, ça se faisait avant. Olivier Rival pour en témoigner. Il y a Elway, de Marino et je crois que Jim Kelly prenaient des cuts sur leur salaire pour que ça soit un peu mieux redistribué. Même Brady, par moment, il y a des saisons où il prenait moins cher pour pouvoir avoir une bonne line devant lui aussi. Donc, des bons receveurs à un moment donné, je pense même. Oui, ou des bons receveurs aussi, bien évidemment. Mais... Ouais, mais bon. Je pense que la NFL quand même doit réfléchir un peu parce que la qualité quand même baisse. On en a discuté pas mal de fois. Bon, enfin, on va continuer sur les éliminés de la semaine dernière. Réfléchir à quoi? Réfléchir à améliorer, en fait, avoir un roster, à mon avis, de plus de 53 joueurs et surtout de former au sein des clubs à long terme des QB, parce qu'on voit que on est là avec des backups qu'on connaît même pas. Je suis désolé, mais le QB des Jets, le QB des Vikings et même de Kansas, je ne sais même plus qui c'est. Donc, Olo Okun. Le niveau n'est pas là. Mais moi aussi pareil, mais j'ai trouvé aussi que le niveau quand je voyais les cornerbacks à une époque dans la NFL, dans les années 2000-2010,
même 2015. Et là, je trouve que les corners, on n'a plus de cornerback élite vraiment au-dessus du lot, à part Pat Surtain, bien évidemment, Derek Stingley qui sont très forts. Mais une fois que tu sors de ces 2-3 noms-là, 4 noms, bah après, je trouve que t'as un gros fossé, quoi. Je sais pas, je trouve que ça progresse plus, quoi. Deion Sanders te manque? J'irai pas jusque-là, mais Ouais. en tout cas, en tant que coach, il me manque pas beaucoup. Il y avait un petit éclair de Sauce Gardner, mais le problème, c'est que on l'a pas vu de la saison chez les Colts. Hein. Sauce Gardner chez les Colts, c'est pathétique. Hein. Je pense que c'est un mauvais trade. Hein. C'est un des rares matchs que j'ai eu la semaine dernière pour le coup, et je trouve que les Colts sont pas si mauvais que ça, entre guillemets. Il y avait largement la place de le gagner d'ailleurs ce match contre les Jaguars, mais Gardner il était pas dedans du tout, quoi. La différence de Pratt par exemple qui a fait un super match en couverture, Gardner il était pas là, alors que bon les Jaguars c'est quand même pas une attaque phénoménal, donc non, ils étaient pas dedans de ce point de vue-là, et l'école c'est vraiment dommage parce qu'il y a une équipe qui, à défaut d'être forcément très spectaculaire, elle a des bons fondamentaux et elle joue assez bien en général, et je suis un peu déçu qu'ils aient pas fini par passer. Et par contre, eux, ils ont une O-line qui est pas spécialement avec des gros noms, mais une O-line qui fonctionne, quoi. Par contre, là, c'est plutôt pas mal, quoi, hein, ce qu'ils ont fait en prenant des joueurs dont je crois que c'est si je me trompe pas, c'était Bernard Rayman de Central Michigan, je crois, si je me trompe pas, il y a 2 ou 3 ans peut-être. Voilà, c'est des O-line qu'on n'entendait pas parler et qu'on fait plutôt de leur taf, quoi. Ouais. Alors, parlons de l'autre éliminé de la semaine, c'est quand même les Detroit Lions, que moi, personnellement, je voyais déjà au Super Bowl en début d'année. Et là, c'est une grosse déception pour moi. Et à mon avis, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Comment on a pu chuter si bas chez les Lions? Il est là le flop de la NFC pour moi quand même. Pierrot? Oui, je dis, il est là le flop de la NFC pour moi. Et est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la perte des coordinateurs? Je pense que ça leur a fait un mal terrible, quoi. Et on fait aussi le constat que quand Gibbs marque pas, avance pas, les Lions ils perdent. Et ça a été ça à chaque match. Et ajouter à ça que le match piège par excellence pour eux, c'était chez les Vikings qui n'ont plus rien à perdre. Et on a déjà vu, par le passé, ça se confirme encore cette année, que dès qu'ils n'ont plus de pression, les Vikings, ils sont indomptables, alors que qui se font pipi dessus dès qu'ils sont en capacité d'arriver en play-off. Donc c'est vraiment pas l'équipe à jouer, ni cette semaine, ni la semaine prochaine, je pense. Et Détroit, on a payé les prix. Là. On a payé le prix. C'est bien dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça. Est-ce qu'ils sont pas sur le fin de la route? Parce que franchement, Jared Goff, il est complètement à l'ouest. Hein. Il a ramassé en plus pendant le match. Ah là là. Ouais. Mais là, sur le match là, sur Netflix, qu'il y a eu contre les Vikings, mais c'était la misère. La misère. Franchement, heureusement qu'il avait ses running, parce que Saint-Brand, il a eu du mal à le trouver. C'était un truc de fou. Hein. Et on sait bien, c'est qui fait le boulot. C'est les running et Saint-Brand sur les Lions. Mais si tu verrouilles les pièces maîtresses, donc bravo à la défense des Vikings, j'ai envie de te dire. Hein. Parce que vu les quarterbacks qu'ils ont chez les Vikings... Pas faux. Est-ce que Dan Campbell n'est pas un bon meneur d'hommes, mais un mauvais entraîneur? Moi, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il faut quand même tirer un grand chapeau à Tom Flores. Parce que le boulot qu'il a fait en défense contre les Lions, il a quand même réussi à démoraliser le Goff. On a vu on a vu le Goff des mauvais jours aux Rams. Et je pense qu'il a vraiment présenté des fronts différents et je pense qu'il a complètement saturé le cerveau de Jared Goff, qui n'est pas énorme non plus, je pense. Mais bon. Je suis d'accord avec toi, François. Je suis plus déçu par l'absence des Vikings en playoff que par l'absence des Lions, parce que je considère que les Vikings, ils ont les moyens de faire des choses qui sont intéressantes et qu'ils ont vraiment foiré leur saison pour le coup.
Et quand je les vois finir comme ça avec des beaux matchs comme ils l'ont fait là, alors qu'ils ont un QB remplaçant qui amène qui est juste là pour boucher les trous, je me dis que ça aurait pu être une équipe intéressante. Après, les deux équipes, elles payent aussi le fait d'être dans une division qui est quand même pas facile à gérer, quoi. Et les Vikings, ils avaient quasiment une page A4 de blessés pendant un moment dans la saison, hein, faut aussi le dire. Et ils récupèrent tout le monde à ce moment-là, donc ça paye. Et moi, ce que je veux dire aussi par rapport à ça, c'est la première fois que je vois Penny Sewell autant en difficulté sur un match. Penny Sewell, c'est quand même un joueur, quand même, c'est le top, c'est le numéro 1 de la tackle droit de la NFL. Et le voir autant en difficulté contre les Vikings, je l'ai trouvé, mais il était vraiment dépassé de tous les côtés, quoi. Et quand tu perds donc ton meilleur tackle déjà sur ta O-line qui est en difficulté, bah Jared Goff derrière, c'est un peu plus compliqué pour lui. Et je pense que la O-line des Lions, ça n'a pas été au rendez-vous sur les deux matchs des Vikings, surtout. Ils n'ont pas trouvé la solution, quoi. Ils n'ont pas trouvé la solution. Je vais relancer un petit débat, je sais pas, j'avais relancé déjà plusieurs fois, mais si les Seahawks avaient gardé Sam Darnold, les Vikings avaient gardé Sam Darnold, je pense que ça aurait été une équipe différente cette année. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Je suis pas sûr. Pas sûr ? Je suis pas sûr parce que les running backs des Vikings, c'est quand même moyen, alors que à la base, c'est leur spécialité, les Vikings. Et puis après, en receveur, en attaque, à part Jefferson, le reste, voilà quoi. Hein. C'est pas fou. Hein. Je pense que Darnold, il est bien parce qu'il a des bonnes cibles. Il a un bon... Là, au Seahawks, il est vraiment bien. Il a de quoi faire, quoi. Ouais, alors je sais pas si c'est meilleure cible qu'aux Seahawks qu'aux Vikings. Parce que Jalen Nailor, Hawkinson et puis Jordan Addison... je sais pas si aux Seahawks, il est aussi bon receveur, quoi. Ah, si, quand même, hein. Il y a le JSN, quoi. C'est quand même au-dessus, Seahawks, hein. La qualité... Moi, je crois surtout qu'aux Vikings, l'an prochain, on pourrait leur offrir un psychologue, voire un psychanalyste pour leur remettre les idées en place et un coach mental en supplément dans la valise. Ça leur fera le plus grand bien. Je crois que et un bon chiropracteur parce que franchement, utiliser 3 QB pendant l'année, t'achètes un QB déjà, il est en vrac là, je sais plus comment il s'appelle, Mac Machin là, il a pas joué l'année dernière. Il rentre le premier match, il se fait fracasser et après c'est le tourné manège des quarterbacks. Enfin, c'est pas possible, quoi. Quand t'as un bon receveur et t'essayes de monter une bonne équipe et un bon jeu offensif, quand t'as 3 quarterbacks comme ça, franchement, les Vikings, ils ont du boulot pendant la saison morte, hein. Franchement, ils ont du boulot, hein. Faut que les mecs ils se réparent, hein. Faut aller chez le garagiste, les gars, hein, plutôt. Non, vous ne trouvez pas? Si. Pour finir, donc un petit tour rapide des matchs de la semaine passée. Pierrot, qu'est-ce que tu penses du massacre qui s'est passé à Green Bay? J'ai une stat complètement hallucinante. En fait, depuis 1978, on n'avait pas pris plus de 300 yards à la course au Lambeau Field. Alors, je crois que tout est résumé, quoi, parce que ils en ont mis 310, les Ravens. Non, mais on est décimé par les blessures, ça devient très compliqué. L'absence de Parsons et Wyatt, qui était vraiment notre force en défense. Là, ça commence à être une véritable passoire, et je vous avoue que je suis très inquiet pour la suite de la saison. Ouais. Et je dirais aussi que les Ravens peuvent dire merci aux supporters des Détroits qui a chauffé Metcalf là, parce que du coup ces suspensions ça les aide bien vu que je pense que l'absence de Metcalf aux Steelers va faciliter grandement la qualification des Ravens en playoff. Je confirme. Olivier Rival, tu penses? Ouais, vas-y. Par contre, gros, juste la petite aparté, Malik Willis qui fait quand même un énorme match, quoi.
Si tu veux, c'est ton point de vue. Olivier Rival, que penses-tu du match des Bills? Que tu finis sur un score un peu, on aurait un score des années 80 sous la pluie, sous la boue. Bah écoute, je n'en pense pas grand-chose parce que je me suis allé me coucher à la mi-temps parce que ce match m'intéressait moyennement. D'ailleurs, je me demande pourquoi on l'a vraiment joué. En fait, ce match, on n'avait pas grand-chose à gagner. On risquait de péter Josh Allen. Bon, bref, au final, on aura dû le gagner parce que sur la deuxième mi-temps, on a réussi à éteindre les Eagles et si on le paume, c'est parce qu'on loupe la première transfo. Après, on essaie de le gagner avec une transfo à 2 points qui aurait pu en plus passer si Allen a bien foiré sa passe pour le coup. Mais j'en pense pas grand-chose parce que ça me paraît être un peu le match. Je suis pas sûr que les deux équipes ont joué vraiment à fond ce match-là. Il y a la pluie qui a beaucoup impacté le match, ce qui fait que la première mi-temps était d'ailleurs assez insipide à regarder. Donc j'en pense pas grand-chose, mis en dehors du fait que ni les Eagles ni les Bills ne sont à leur forme optimale, et j'espère pour les deux que ça va s'améliorer avec l'arrivée dans les playoffs, parce que pour l'instant c'est des équipes qui sont loin de ce qu'elles peuvent faire d'habitude et qui pourraient passer à la trappe rapidement si elles n'arrivent pas à retrouver leur forme habituelle. En parlant de trappe, est-ce que vous accepteriez que je vous propose un petit jeu là, à tous les 6 que nous sommes? Est-ce qu'à une journée de la fin de la saison, vous êtes en mesure de me donner votre pronostic pour le Super Bowl? Les deux équipes de vainqueurs. Allez, voir qui... et quelqu'un enregistre pour qu'on vérifie. Si tu veux, moi je peux me lancer. J'hésite entre Broncos et c'est plus dur pour la NFC, je trouve. Je vais dire un truc débile. Rams. Non, Rams. Ouais, je pense les Rams. Les Rams, ok. Ouais. D'accord. Les gars, Olivier? Olivier? On t'entend pas, Olivier. Lequel, Rival ou les... Ah, vas-y. Bon, n'importe. Écoute, moi je vais peut-être surprendre du monde, mais je vais d'ailleurs faire plaisir à l'autre Olivier, mais les Ravens me font très peur en fait. Et donc je verrai bien les Ravens ramasser toute la mise là jusqu'à la fin, et puis faire un Super Bowl à l'ancienne contre les 49ers. Tiens, voilà. L'Arbo Bowl. Olivier 2. Moi, bien sûr, je vois les Ravens. Et moi, je voudrais bien contre les Eagles. Contre les Bears, non. Non. Même si ça me plairait bien qu'ils jouent les Bears, mais non, contre les Eagles. Une bataille d'aigles, une bataille de oiseaux. Ouais. Moi, je vois bien Ravens Eagles. Voilà. Pierrot? Oui, moi, contrairement à FMB, je trouve que c'est plus difficile de prévoir en AFC, parce que je trouve que c'est vraiment trop homogène. Mais je vais quand même y aller avec les Eagles en NFC, parce que c'est ma deuxième équipe de cœur, et pour faire plaisir à Olivier, je vais mettre les Bills. Et moi, de mon côté, ça sera la surprise, c'est les Texans au Super Bowl contre les Rams. Et qui gagne? Les Texans. Ok. Moi, je vais les Rams, je plaisante. Non, les Rams. Les Rams. Moi, j'ai plutôt Denver, San Francisco. Je pense qu'ils vont faire mal. Enfin, c'est San Francisco qui finit devant. C'est ça serait un peu nostalgique comme Super Bowl. Je suis resté vieux, les gars. Hein. En sachant que ça se joue à San Francisco, quoi. Du moins à Santa Clara, mais... Ça peut aider. Ouais. Ça peut aider. C'est rare que les équipes... Bon, pardon pour cet aparté. Non, mais c'est parfait. Pour terminer sur les matchs de la semaine dernière, il y a eu quand même la défaite des Rams qui m'a surpris. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire dessus. Et bien sûr, la belle victoire de Miami Dolphins. Je suis le seul dans le site prono qui avait pronostiqué les Falcons pour le coup. Je le souligne. Après les Falcons étant complètement imprévisibles, je me suis dit allez, allons-y. Et comme les Rams, je les sentais moyens. Et ça a payé.
Je trouve que les Rams sont en perte de vitesse un petit peu, ouais, moi aussi. Je les trouve moins saignants. Mais bon, ils sont qualifiés, donc après, ils savaient, avec la victoire des Niners contre les Bears, ils savaient qu'ils ne pouvaient plus remporter la div. Hein. Après, ça n'empêche rien, hein, mais même les gars, quand vous voyez le match, vas-y, fini. Juste la perte d'Avante Adams, tu vois qu'il a du poids quand même en attaque et il n'est pas là pendant quelques semaines. Ça joue tout de suite sur la performance aussi de Stafford. Bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que moi, il y a un manque de motivation, mais bon, ils sont pas motivés. C'est pas le niveau des Rams, à mon avis, qu'on a vu. Non, mais c'est un peu inquiétant parce que je trouve que comme ils vont pas finir, de toute façon, premier, ils vont devoir se taper et en fonction de leur classement, des voyages ou moins de voyages. Et je trouve que laisser partir des matchs, celui-là, peut-être celui de la semaine prochaine, on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même. Ils ont une chance sur 3 de taper une équipe de la NFC West. Après, les gars, vous êtes un peu dur, hein, parce que les gars, ils sont menés 24-0. Moi, j'ai regardé un peu le match. Ils sont menés 24-0. Ils perdent 24-27. Donc, il faut quand même avoir le mental pour aller chercher ces 24 points. Hein. Non, mais c'est une super équipe, mais je pense que... Donc, il ne faut pas les sous-estimer. Et je pense que, pour finir, les Falcons, moi, je pensais que ça allait être une super équipe cette année. Ils ont fait un très mauvais début et c'est dommage parce que si ça continuait, je pense que c'est une équipe qui est en train de monter en puissance et je trouve ça dommage que ça s'arrête là. Et attention, hein, Bijan Robinson, franchement, on peut lui donner une sacrée médaille, hein, parce que je sais pas si vous avez vu même les highlights, il fait une sacrée course quand même, hein. Ouais. Mais les Falcons, ils ont réussi à quand même un truc par rapport à la saison dernière, c'est à gagner leur pass rush. Ils ont un pass rush, ça y est, qui met des sacs et qui met de la pression sur le quarterback adverse, ce qu'ils n'avaient pas les dernières. C'était la plus mauvaise équipe en pass rush et en pression sur le QB adverse. Après, voilà, le problème, c'est que derrière, c'est trop inconstant en attaque, quoi. C'est trop... je pense qu'il manque... Il manque un vrai génie offensif chez les Falcons. C'est juste ce qui manque, quoi. Avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient faire mieux, quoi. Ils devraient faire beaucoup mieux, quoi. Mais bon. C'est sûr qu'ils ont des super athlètes, mais... Ouais. Et je pense que Sean McVay est en test en ce moment. Il essaye des choses, voir ce qui va fonctionner, pas fonctionner en playoff. Ouais, parce qu'il est malin, lui, hein. Oui, il est malin. Moi, j'ai entièrement confiance en lui. C'est pour ça que je les vois au Super Bowl, mais... Alors, on va peut-être rendre l'antenne à Haricot pour ses trophées. Oh, on t'entend. Oui, on t'entend, oui. On t'entend, boss. J'entends le Père Noël. J'ai un vieux doute que ça diffuse comme il faut. Voilà, j'ai de l'écho. Excusez-moi. T'inquiète, on t'entend bien, non? Moi, je m'entends trop bien, en fait. Je m'entends 2 fois. Voilà, je vais régler ça là. Voilà, on va essayer comme ça. Alors, les Tartiflette Awards, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il y a 10 trophées et vous allez m'aider à les décerner. On va d'abord, chacun peut proposer des noms, puis après, il faut qu'on tombe d'accord. Le premier, c'est facile. La meilleure attaque de la NFL, messieurs. Qui sont les candidats? Dallas Cowboys. Il mène au yard, 6377 yards. Et après, il y a les Rams, il y a les Bears, moi je suis étonné. Et les Patriots, c'est Bill. Ouais, moi aussi, Cowboy. Bon, est-ce qu'il y a une équipe où tout le monde tombe d'accord? Il y a 2 Cowboys pour l'instant. Moi, je mettrais les Rams parce que je suis un grand fan de Sean McVay, donc je suis pas trop objectif. Moi aussi, mais il faut essayer d'être objectif.
On fait du journalisme ici. Ouais, mais le Rams à Cowboys, il y a quand même. Moi, quand je vois l'attaque des Rams avec le système à 3 tight ends, les receveurs et tout, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Oui, au niveau des stats, les Cowboys sont devant, mais vraiment, ce qu'il y a de plus beau à voir, et moi, ce que je préfère, c'est les Rams, quoi. Voilà. Vraiment. Alors, les awards, c'est pas des trucs. C'est pas des trucs statistiques, hein, c'est artistique. Donc, les Rams ou les Cowboys, c'est ça le débat? Ouais. Alors, levez la main pour les Rams. Et c'est 4. Et félicitations, le premier Tartiflette Award va à l'attaque des Rams. On continue, messieurs, la meilleure défense. Je pense qu'il n'y a pas photo, ouais, c'est les Texans, tout le monde va dire. Ouais, bien que j'ajouterais quand même les Vikings là-dedans, mais bon. Ah, puis les Broncos, hein, faut pas oublier les Broncos, mais les Texans. Oui, les Broncos, ouais. Les Texans, Broncos. Moi, je serais plutôt pour les Broncos, pour le coup. Ça, c'est ton coup de cœur FC West. Non, mais ça a toujours été mon coup de cœur à FC West pour le coup. Mais non, ils arrivent avec cette fiche finale avec une attaque qui est quand même un peu poussive, donc c'est pas un hasard, quoi. Il y a une défense qui porte cette équipe quand même. Non mais puis je sais pas si on se rend compte quand même, juste la petite aparté, moi je mets les Texans, mais le niveau de Pat Surtain, les quarterbacks ne visent même plus de son côté, quoi. C'est clairement, il a un niveau, mais c'est stratosphérique, quoi. Je sais pas si on se rend compte du joueur, quoi, mais c'est incroyable. Jonathan, j'ai une question pour toi. Son père, il jouait où? Johan, tu veux dire? Non, oui, pardon, Johan, pardon. Son père, il jouait où? Il jouait... j'ai un trou. Il jouait pas au Broncos? Non, j'ai un trou, je dirais une bêtise. Miami Dolphins, et il a fini sa carrière où? Exact. Il a fini sa carrière où? Et là, tu vas te dire, merde, je suis con. À Kansas City? Oui. Moi, je t'ai aidé. Hein. Oui, bien sûr. Bon, alors donc pour les Texans, on lève la main. Tout le monde est Texan. Ok. Bon, le troisième award. Il y a l'écho, là. Le meilleur comeback. Plusieurs, ouais. L'écho, la rivière, c'est écho et tout. Enlève la pédale Wawa. Comme ça. Faut que Roger règle la régie, là. Je suis désolé. Non, mais je fais des tests parce que je suis pas sûr. Meilleur comeback. Donc le meilleur comeback, ça peut être une équipe, un joueur, peu importe. C'est les Vikings, le meilleur comeback. Moi, je dirais Joe Flacco. Ouais. Ah oui. Joe Burrow. Plus Burrow que Flacco, ouais. Ouais, mais je sais pas. Qui a joué le plus de matchs entre les deux? Flacco. Flacco. Dans deux équipes différentes. Ouais. Pour moi, c'est Flacco. Ok, c'est facile. Je vous propose de la décerner à Joe, et puis on laisse les gens se démerder avec ça. Exactement. Bonne idée. Voilà. Joe Flacco, Joe Le Burrow, comeback Joe Montana. award, le Tartiflette Comeback Award est décerné à Joe. Félicitations. Le troisième Tartiflette Award, c'est le MVP qui n'est pas un QB. Chose trop facile. Miles Garrett, hein. Morel. Oui. Miles Garrett. J'aime bien Van Kinkel des Vikings aussi. Mais c'est plus sur son explosion, sa présence sur le terrain. Mais Miles Garrett, oui, de loin, là. De loin. Ouais. Je pensais que ça allait être plus difficile que ça. Félicitations, Miles Garrett. Le rookie de l'année. Hein. Allez, go. Ah oui, bien sûr. Je te laisse lui envoyer le trophée. C'est la dame qui le livre. Tesla. Alors, Rookie of the Year. Tesla. Ouais, Tesla, ouais. Des Lions. Le receveur des Lions. Bon, si Rémi était là, il aurait dit Drake May. Et là, t'as Olivier et Johan qui hochent la tête, pas forcément d'accord, là. Parlez, monsieur. Non? Alors? Non. Proposez des noms. Olivier, il est en mute. Micro coupé. En pro. Ouais.
Non, mais oui, non, mais j'ai pas de nom qui me viennent là pour le coup, donc mais je suis pas hyper convaincu par notre receveur là, mais il y a pas de noms qui me paraissent surnager là dans la classe. Moi, j'y vais avec Macmillan quand même. Je trouve qu'il a performé de façon assez régulière sur toute l'année. Avec Bouka au début, mais Macmillan sur l'ensemble de la saison, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas ouf. J'aurais pu dire Cam Ward quand même. Écoute, c'est vrai qu'il s'est pas si mal démerdé que ça. Hein. Ouais. Non, pour moi, il y a quand même Ekbuka des Tampa Bay. Moi, je mettrais celui-là. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Bien vu. Bon, alors, c'est qui alors du coup? Ekbuka, alors. On est deux pour Ekbuka. Tampa Bay Buccaneers. Félicitations, son trophée sera délivré par le modèle. Et pour la 6e Tartiflette Award, c'est la Tartiflette Award. Qu'est-ce que c'est qu'une tartiflette? Ça parle plus aux joueurs sur le terrain. Tu mets une bonne tartiflette à quelqu'un, en général, il se retrouve sur ses fesses en train de se les frotter. Voilà, donc le meilleur hit de la saison. C'était qui, dans quel match, messieurs? Oh là là. Des caramels, il y en a eu quand même. Ouais, des caramels, il y en a. Mais ce que j'ai bien Darwin aimé, James c'est contre Rashi Rice. Ça lui apprendra à conduire trop vite. Je fais une petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez vu dans le match des Eagles et Bills, il y a un O-line qui est rentré sans casque. MDR. Voilà. Bon. Non, je ne sais pas le meilleur hit. Non. Bon alors messieurs, c'est celui celui de la semaine dernière quand même, les Jaguars qui met un gros tampon à Pat Bryan, le receveur là, qui sort, il sort même sur civière. Il y a pas faute, mais il lui met un contact, il lui met. Je sais pas si vous voyez la réception, la toute fin de match, Bonix il envoie le ballon et Pat Bryan il se fait mais il se fait déboîter quoi. Je sais plus quel joueur des Jaguars c'est, mais c'est celui-là qui me reste le plus en tête quoi. Voilà, sachant qu'on n'a pas parlé de faute, hein. Un carton est un carton, qu'il soit officiel ou pas, quoi. Donc on va donner la Tartiflette Award. J'avais un joueur gros des Jaguars qui me revient là de Micah Parsons sur Goff, je crois. Ouais. Il y a 2-3 semaines là. Oui. C'était pas mal avant du tout. Avant qu'il se blesse, exact. Allez, Micah Parsons. Donc c'est ça? Yes. Micah Parsons sur Goff, félicitations pour la Tartiflette Award. Allez, on continue. Le premier round pick le plus inutile de la saison. Oh. Matthew Golden chez les Packers. On l'a pas vu. Bah voilà. C'est lui. Alors qu'on était blindé de receveurs, c'était vraiment un choix judicieux. Bon, attention, pour la suite, ça va devenir un peu plus difficile. Le plus gros loser de la saison. Justin Jefferson. Oh non! Non. Oh non! Oh non, on peut pas dire ça. Non. Toi, tu joues pas en fantasy parce que si tu joues en fantasy, je peux dire que c'est le plus gros loser de Pour toute moi, la saison. c'est Russell Wilson. Il était temps qu'il parte. Ah ouais, t'as raison. Surtout, hein. Ouais. Sinon, il y a Colin Kaepernick. Ah bah non. Mais ouais, il est... Le pauvre. Non. C'est le nom de l'award, ça en fait. Parce qu'un gros loser, c'est un gars qui est bien attendu. Il est un gros loser. Ouais, bah c'est Russell Wilson. Ouais, mais- Je pense que FMB, il a raison. Ouais. Attends, En tout cas, au Bill, c'est Kieran Coleman sans souci. Il faut revenir avant Kaepernick, quoi. Kyler Murray. Bon, donc on la donne à qui, alors? Aussi. Russell Wilson. Russell Wilson. Ok, Russell Wilson. Allez, on continue. On va rentrer dans le difficile pour les deux dernières. La meilleure victoire contre la FC Est. C'est les Eagles contre les Bills. Alors, qui a mis... Non, ça c'était un match naze. J'aurais mis les Falcons contre les Bills. Parce que là, on s'est fait donner une bonne leçon sur là.
Exact. Moi, je mettrais 13 défaites des Jets. Ok. Et pour le dernier, Attention, c'est le dernier Jets Award, Starty ça Flat s'appelle, Award. Voilà, et c'est ça. Et le joueur qui va finir en EFL, en EFA ou en FFFA. Oh, c'est difficile. Shader Sanders. Joe Flacco. Joe Flacco, 70 ans. Antonio Brown. Non, c'est difficile. Moi, je pense qu'Antonio Brown, il est en train de... J'ai vu des vidéos là d'Antonio Brown sur les réseaux sociaux. Il est en train de se refaire un physique et je lui ai dit de venir jouer à Paris s'il voulait. Ouais. Ben, il faut pas qu'il ait de port d'armes alors. Du moins, il a pas besoin de port d'armes en ce moment. Non, il a pas besoin. T'inquiète pas pour lui. Non, moi je pensais au receveur qui était chez les Colts, qui a été trade chez les Jets là, qui lâche le ballon avant de passer la ligne de touchdown là. Comment c'est Mitchell. Adonai Mitchell, non? Adonai Mitchell, voilà. Adonai Mitchell. Ah, et d'ailleurs, j'ai ouï dire qu'après après leur éjection des Musketeers, Marcangelo Souma et Francis, c'est ça, Freddy Pazzi, je sais plus, ceux qui avaient monté le projet des Musketeers côté France à la base, ils vont essayer de remonter une deuxième équipe. Et donc, je voulais lancer les paris. Est-ce que vous pensez qu'ils vont appeler ça le Météore ou les Flash? Oh non. Et la franchise sera peut-être à Monaco. Hein. Non, il y en a deux. Il y a une à Paris et une à Monaco. Une à Paris et à Toulon. Il y a le Gaulois. Non mais voilà, ils ne sont pas très très originaux, donc ça va peut-être être dans ces eaux-là, quoi. C'est pour ça. Donc les paris sont ouverts. Je pense qu'il faut un topo briefing des inconnus pour trouver le nom. Mais si ça se monte, moi je pense qu'ils peuvent faire venir Jack Browning, le QB numéro 3 des Bengals qui cire le banc là-bas sans cesse en Europe. Parce que son père a joué là déjà au Plessis il y a 40 ans et ce serait une bonne boucle qui se boucle. Et ouais. Pas mal. C'est pas mal, hein. Son père a joué en 92 avec nous au Plessis. Le frère de Tua qui est arrivé en EFL, bon, il a pas fait grand-chose, mais le frère de Tua pour une équipe en France ou en Europe, ça serait correct. Hein. Tua, il peut aller en... Tua, il peut y aller aussi, oui. Tua peut y aller aussi. François, t'es d'accord? Entièrement d'accord. Je vais même aller à Paris, j'irai le voir. Bon, vous allez le remercier d'arrêter de jouer. Moi, j'ai juste une question comme ça, vite fait. Est-ce que vous voyez encore Joe Burrow aux Bengals l'année prochaine? Oui. Bah, ils peuvent pas le virer, c'est pas possible. Malheureusement pour lui. Oui. C'est difficile. Vous allez avoir l'occasion d'en parler. Bon, messieurs, oui, la week 18, la dernière semaine avant les playoffs. Tu devrais faire avant changer de sujet. Tu devrais faire la tartiflette de la fashion star de la NFL. C'est Scooby. Et là... Le pauvre. Moche. Shaggy s'appelle maintenant. Shaggy, ouais. On a tué Scooby. Mike Collins qui arrive torse nu à tous les matchs quand il fait moins 40. Du coup, non, moi je l'aurais donné à Justin Jefferson. Il peut plus jouer. Il est sur hier. Moi j'aurais donné à Justin Jefferson. Ouais. Parce que entre les dents argentées et les pizzas argentées. Je pense que les Tartiflette Awards reviendront la saison prochaine et que nous pourrons en créer d'autres avec grand plaisir. Voilà. Donc merci messieurs, je vous passe la main pour continuer parce qu'il y a quand même 16 matchs cette semaine, week 18, voilà. Dernière semaine avant les playoffs. Je vais laisser Johan nous guider dans cette aventure. Voilà. D'accord. Bon, bah, si vous le souhaitez, oui. Ils vont ouvrir la semaine pour un match décisif parce que de toute façon ça va être
Ça va être direct, voilà. On sera à 22h30, donc le 3 janvier. Le Panthers Buccaneers, voilà. Donc celui qui gagne va en playoff. Et la NFC Sauce. Et voilà. Donc il y a ce Panthers Buccaneers pour vous. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que les Bucks sont vraiment en perte de vitesse et c'est terminé pour eux, ou est-ce que les Panthers les Panthers, il y a déjà une grosse progression par rapport à l'année dernière, hein, au niveau du roster, au niveau des joueurs. Heureusement, il n'y avait rien. Ouais, mais c'est mieux que rien maintenant. Ils sont en position de jouer le titre. Ouais. C'est vrai que ça a commencé fort et finir fort, ouais. Ah, mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour l'équipe qui va jouer le vainqueur de cette équipe en premier tour, quoi. Ça ne fait pas rêver, hein. Les Bucks, c'est fou parce que plus ils ont des retours de blessures, plus ils sont nuls. C'est assez incompréhensible. Ils ont quasiment un effectif au complet et ils avancent plus depuis quelques semaines. On reconnaît plus Baker Mayfield. Moi, sur ce match-là, je vais quand même leur donner l'avantage du terrain, donc j'y vais avec les Bucks. Ouais, moi, Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème entre Baker Mayfield et ses receveurs? J'ai l'impression qu'ils ne s'entendent pas trop. Moi, je pense qu'il y a la O-line aussi qui est plus... Il y a Tristan Wirfs qui manquait encore ce week-end. Et je pense que ça fait très très mal sur la O-line. Et du coup, Mayfield, il tente tout. Hein. Il a 2 doigts de se faire saquer. Il arrive à se faufiler. Il arrive à tenter des trucs. Puis après, je pense qu'il est en bout de course. Il n'arrive pas. Mais je sais pas. Moi, je sens l'équipe plus tirer la langue qu'autre chose, quoi. C'est plus ça que je me dis. C'est un problème physique, je pense. Ouais, je sais pas. Ouais, pour moi, c'est bizarre quand même. Ils sont les Bucks là. Je pensais pas qu'ils allaient se faire battre aussi facilement que par les Miami Dolphins. Franchement, on a l'impression qu'ils sont en fin de rouleau là. Je pense que je sais même pas s'ils méritent d'aller de gagner la division. Je trouve que les Panthers ont fait plus de progrès. Ouais. S'ils gagnent la division, les Bucks, ce sera avec une fiche négative. Hein. Et s'ils gagnent la division, ils vont tous se retrouver à 8-9 et vont passer par les tiebreakers. Hein. Mais des 3 équipes, ça sera sans doute les Falcons qui auraient la meilleure équipe. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ouais, mais ils sont éliminés déjà. Oui, ils sont éliminés, mais ils risquent de tous finir à 8-9 pour le coup. Mais les Falcons peuvent embêter quand même le titre. S'ils arrivent à 8-9 aussi, ça va embêter les Bucks et les Panthers par rapport au tie-break. Et, du coup, si les Falcons gagnent et que les Bucks gagnent, c'est les... je crois que c'est les Panthers qui passent. C'est les Panthers qui passent, quoi. Donc, c'est même pas les Bucks. Donc, c'est vraiment... un peu tiré par les cheveux, mais c'est une probabilité. C'est une probabilité. Pour vous, donc du coup, plus Bucks que Panthers quand même. Moi, Panthers. Bucks. Ok. Bucks. FMB. Je pense que moi j'ai mis les Bucks, mais je suis vraiment pas sûr. Hein. Ok. Olivier, rival. Franchement, j'ai pas vraiment d'avis, surtout que c'est des équipes que j'ai pas beaucoup vues. Mais je dirais les Panthers sur la dynamique actuelle, mais je suis pas hyper convaincu. T'aimes pas la Floride, Olivier? J'ai du mal avec les équipes de division sud. D'habitude, je regarde le sud, mais en college, moi. Mais en NFL, ça m'a fait trop beauté. D'accord. Allez, on passe au match. Du coup, le match suivant, ça sera dans la nuit du samedi au dimanche. Et ça sera, pareil, une finale. Celui qui remporte ce match remporte la division et a le seed 1 du côté de la NFC. C'est le Seahawks 49ers. Les 49ers qui sont complètement décimés en défense, mais qui en attaque performent et ont des joueurs vraiment incroyables. Kyle Shanahan, je veux dire, pareil, hein, on ne savait pas trop sur ce qu'on pourrait penser de lui, mais il prouve chaque saison qu'il est là, hein, de toute façon, donc c'est assez incroyable. Et de l'autre côté, les Seahawks, à voir ce qui va... Est-ce que Brock Purdy va pouvoir déjouer la grosse défense des Seahawks? Là, ça va être un gros test aussi avant les playoffs. Ça va claquer fort, là. Ouais. Pour vous, sachant que ça se joue à San Francisco, quoi, à Santa Clara, quoi, au Levi's Stadium. Quelqu'un a les stats de la défense des Seahawks par rapport à la course? Seahawks par rapport à la course. Là, je l'ai pas devant les yeux, mais ça doit pas être si mauvais que ça.
Parce que pour moi, la pièce maîtresse du jeu offensif des 49ers, c'est quand même Ed McCaffrey. Il fait du sacré taf. On l'a encore vu cette semaine. Oui, les Seahawks, ils sont à 94 yards. C'est la troisième défense. Troisième défense, ouais. Ah, ça va être un vrai test. Ouais. Ça va être un vrai test. Le problème, c'est que McCaffrey, ils sont capables aussi de trouver des solutions avec lui à la passe, comme ils ont fait toute la saison. On peut regarder le tableau des stats. McCaffrey est encore, je crois que dans les 10 meilleurs receveurs de la NFL, je crois encore, ou les 15. C'est assez énorme ce qu'il fait cette année, quoi. C'est assez énorme. Ouais. Moi, je mets 49ers. Moi aussi. Moi aussi, j'ai mis 49ers. Parce que c'est chez eux même. Okay. Ouais, moi aussi, je vois plutôt les Niners. Et le Super Bowl est chez eux aussi. Ok. Je sais pas, moi le seul truc qui me limite, c'est le quarterback, quoi. Voilà, on va dire, Sam Darnold m'inspire pas trop sur ce match. Voilà, je suis plus confiant avec Brock Purdy. Je croyais que tu parlais de Purdy. Ouais. Non, Purdy. Mais les deux, je trouve. Après Purdy, tu m'aurais dit ça il y a encore 3 ans, je t'aurais dit je mise l'expérience. Mais là, bon, il prouve chaque semaine qu'il est là. Donc là, je crois que c'est 10 touchdowns en 2 matchs là, Purdy. Que ce soit la passe ou à la course, tout confondu. Ok, donc on va passer du coup au match du Red Zone. Et quoi de mieux par commencer par un choc de la NFC South, les Saints Falcons, où les Saints sont sur 4 victoires d'affilée, messieurs. C'est un match incroyable, les Saints sont en progression. Tyler Chung est le quarterback le quarterback que je répète chaque semaine, le remplaçant de Justin Herbert à Oregon, donc qui a au moins 26 ans, 27 ans, mais qui est le futur des Saints et qui a prouvé, parce que moi je suis le premier à le mettre sous le bus, mais là il a prouvé, il arrive chaque semaine, il fait des 300 yards à la passe, 3 touchdowns, un Chris Olave retrouvé qui fait des yards qui fait des wagons de yards. Alors après, ils racontent pas des monstres non plus, mais ils sont sur 4 victoires d'affilée et ils vont jouer les Falcons qui arrivent là et qui peuvent embêter les Bucks. Ça se joue à Atlanta, le match. Vous voyez qui sur ce match, les experts? Moi, j'y vais avec les Falcons et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Olivier tout à l'heure. Que de regrets pour les Falcons dans une division qui était hyper prenable quand même. Ouais. Je comprends toujours pas comment ils auraient pu en arriver là. Alors quand tu vois l'effectif, il y a du talent partout. Et je pense que s'ils virent pas le coaching staff, je comprends pas parce qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Moi, j'y vais avec les Falcons sur ce match-là. Je te rejoins. Comme Pierrot. Donc si les Falcons gagnent et que les Bucks gagnent, ça sera les Panthers qui passent. Ça serait incroyable. C'est ça. Moi, je pense que les Panthers ont une chance de passer. Ils le mériteraient, à la limite. Heureusement que le match se joue la veille. Et se jouera pas en même temps parce que je voyais bien le scénario que les Bucks étaient devant le grand écran géant à voir la fin du match de Saints Falcons au dernier drive et qui non, ça on le vivra pas donc à voir. On verra ce que donne, mais moi je suis d'accord avec vous, je vous rejoins, les Falcons, quel gâchis. On va passer sur une autre équipe aussi, quel gâchis. Deuxième match de Red Zone. Et là, ça sera un choc de la AFC Nord. Les Browns contre les Bengals, c'est les Bengals de Joe Burrow. Qu'est-ce que c'est? Ils mettent des roustes, à part l'accident au Ravens, là où ça s'est passé il y a 15 jours. Mais sinon, ils mettent claque sur claque. Ja'Marr Chase retrouvé, T. Higgins, Mike Gesicki qui fait des stats aussi chaque semaine. Bref. Et une défense un peu meilleure aussi, malgré tout, on va pas se mentir. Et ils vont rencontrer les Browns de Shedeur Sanders. Et là, il y a quand même aussi de l'enjeu dans le match, parce que est-ce que Myles Garrett va battre le record de sac ou pas de TJ Watt? Oui, c'est sûr. Avec on disait pareil contre les Steelers ce week-end et ça n'a pas été fait. Il a fait 0 sac. Donc... Non, mais les Bengals, franchement, c'est tellement du gâchis. Franchement, le Bills Bengals d'il y a 15 jours, c'est peut-être le meilleur match que j'ai vu cette année. Et Burrow, enfin voilà, c'est tellement du velours, donc les Bengals, ils doivent gagner ce match. Moi, je vois les Bengals et record de sac, effectivement. Moi aussi. Pareil. Record de sac. Pareil.
Ok. Mais moi, je suis un amoureux de Mahomes avant tout, mais Joe Burrow, moi j'ai 2 quarterbacks ultimes en NFL, c'est Mahomes et Burrow, c'est tellement exceptionnel à avoir joué. Les autres sont beaux aussi à avoir joué, mais Burrow, je sais pas comment il est toujours calme, toujours il envoie des ballons, c'est toujours propre, je sais pas, c'est la pureté d'un quarterback à l'état pur, j'appelle ça, moi. Le geste est tellement beau, c'est incroyable. Mais moi, je dis les Bengals aussi. Et quel gâchis encore, les Bengals qui gâchent encore une nouvelle saison. Et moi, je pense que Zach Taylor, c'est au revoir à la fin de saison. Je vois pas comment ils peuvent le garder, quoi. C'est plus possible. Ça va être difficile. Bref, on passe à un choc, du moins un choc, non. Les Texans peuvent rêver encore d'accrocher la division. Pas l'AFC, ça sera un peu plus compliqué. Il faudra un scénario de dingue pour qu'ils remportent l'AFC, mais ça serait vraiment très compliqué. On va parler déjà de la division. Ils rencontrent les Colts, donc c'est chez eux sur le dernier match. CJ Stroud a bien démarré le match, en fanfare, on va dire, chez les Chargers, par 2 big plays, puis après, l'attaque, elle a quasiment arrêté de jouer, où la défense des Chargers a été plutôt bonne. Mais ils vont rencontrer quand même une défense des Colts qui sera quand même pas facile à jouer. Et une attaque aussi malgré tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, la défense des Texans peut largement faire gagner les Colts, les Texans, je veux dire, sur ce match. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils vont taper les Colts. Moi aussi. Ouais, je pense qu'ils vont être motivés. Là, il y a la division en jeu, comme tu l'as dit. Ouais. Je vois bien une surprise. Pour le coup, les Colts se relever un petit peu la tête à la fin. Là, je suis pas hyper confiant, enfin convaincu par les Texans. Et pour ce qui devrait être le dernier match de Philip Rivers, une petite victoire, ça peut être cool. Je suis pas sûr qu'il joue. J'allais poser la question, pas d'interrogation. Est-ce le dernier match de Philip Rivers en carrière? Je suis pas sûr qu'il va jouer. Hein. Moi, je pense que la dernière action, c'est la semaine dernière. Peut-être faire jouer Riley Leonard, peut-être. Je pense. Ok. Donc là, victoire Texan pour tout le monde, quoi. Ouais. Ok. On enchaîne sur ce deuxième les Jaguars qui peuvent assurer la tête de leur division s'ils remportent le match. Il n'y aura pas de souci. Ils auront remporté la division. Et les Jaguars ont un petit trou en milieu de saison. Mais moi, j'ai envie de dire, ils jouent contre les Titans. Ça peut être un match piège, mais c'est à Jacksonville. Et je sais pas, Liam Cohen est en train de faire franchir un cap à toute cette équipe. Et j'ai l'impression que les Jaguars, ils sont là. Après, à vous de me dire ce que vous pensez des Jaguars, mais je pense qu'ils peuvent remporter la division en remportant ce match contre les Titans, quoi. Oui, ils vont gagner, c'est sûr. Il n'y aura pas de match. Ouais, ils vont gagner, ouais. Mais il faudra qu'on reparle de Liam Cohen quand même qui a fait passer une dimension quand même un peu à toute l'équipe, et la défense malgré tout aussi des Jaguars qui est quand même incroyable, qui fait interception à chaque match, qui provoque des turnovers et tout ça, c'est assez dingue. Ça sera pas une équipe facile à jouer en playoff. Et s'ils remportent, j'avais une stat mais je l'ai plus en tête, si les Jaguars remportent l'AFC South, je crois que c'était pas arrivé depuis quelques années. Donc c'est pas une franchise trop vieille en NFL, mais ça a marqué de l'empreinte. Ensuite, on passe au match le Packers-Vikings avec tous les regrets des Vikings. Minnesota, bien sûr. Ça se joue à Minnesota en plus, Et quoi de mieux que de mettre les Packers dans le doute avant les playoffs? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils doutent déjà bien assez comme ça, je pense, mais là, effectivement, c'est pour se mettre encore plus en méfiance avant les playoffs. Là, je pense qu'une bonne défaite à Minnesota, ça va être Olivier, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît, Olivier Rival? Tu m'entendais pas? Ouais, si, je t'entendais, Olivier, moi je t'entendais. Ah ouais, bon. Okay. De toute façon, les Packers sont débloqués aussi de 7, donc ça changera pas grand-chose pour nous ce match, quoi qu'il arrive. Donc là, on met tout le monde au frigo, et puis défaite ou victoire, peu importe, on prépare le premier match de playoff. Je suis assez d'accord avec Pierrot, moi, c'est ce qui va se passer. Ils n'ont aucun intérêt de faire jouer les titulaires, déjà qu'ils ont déjà pas mal de blessés, il n'y a aucun intérêt de faire jouer les titulaires sur ce match, quoi. Donc il n'y a pas d'enjeu, quoi, on va dire clairement. Non. Ensuite, on passe aux terribles Giants qui ont
perdu la première place de la draft la semaine dernière en battant les Raiders, qui vont recevoir les Dallas Cowboys chez eux, au MetLife Stadium. Bon, bah, messieurs, moi je dis les Cowboys pour finir en beauté. Jerry Jones, 13 000. Voilà, les dollars, tout ce qui va bien, mais Tout ils ce sont qui va pas bien. playoff. Je tiens à rappeler que la semaine dernière, j'avais quand même dit que les Giants étaient capables de pourrir les Raiders parce que Tom Brady était dedans. mais il faudra retenir quand même que Jerry Jones est capable de pas signer George Pickens à l'intersaison. Je vous garantis qu'il est capable de le faire. Ah, bien sûr. Bon, tout le monde Cowboys sur ce match? Cowboys, Ouais. Ok. Et là, on peut avoir une surprise sur le match de deuxième partie de Red Zone. Le Jets-Bills, parce que les Bills n'ont plus rien à jouer, si je me trompe pas. La division est partie aux Patriots. Est-ce qu'il faut pas reposer un peu Josh Allen, moi qui me fait très peur depuis quelques semaines? Je le vois sortir en boitant, je le vois sortir avec des blessures un peu la cheville, le genou, il tout ça. a une blessure au pied là, donc logiquement il devrait le faire souffler là. Moi je l'ai annoncé la semaine dernière d'entrée, donc mais après bon, c'est les Jets, alors bon. Ça passe. Voilà, quoi. Bon. Non, mais les Bills, ils ont un bon backup en QB, donc un mec solide. Oui. Donc là, s'ils ne le font pas jouer, s'ils ne vont pas jouer Trubisky, ce serait pas logique pour moi. Il y a que Brice Hall qui peut faire vraiment mal à ces Bills à la course, où c'est pas l'assurance touriste, mais normalement ça devrait quand même largement, les Bills ont largement les moyens de gagner ce match, on va dire. Voilà. Mais la vraie question, est-ce que les Jets vont vraiment finir l'année sans interception? Et ça, moi j'ai envie de dire ça, c'est un record. Et ça, on peut. On peut l'encadrer pour Scooby à Noël prochain, ça. Ouais. On va lui faire un beau, avance. Ça sera un beau cadeau. Ouais. Le pauvre. Alors que Rémi avait de grandes peurs, il voulait surtout pas parler mal des Jets la semaine dernière. Bon, je pense que Drake May l'a rassuré dès le début de match. On enchaîne, on passe aux Lions-Bears. Si les Lions veulent finir en positif, et les Bears n'ont plus rien à jouer non plus, parce que ils ont gagné la division, mais ils peuvent plus remporter la NFC. Je pense que ce match, ça se joue aux Bears. Bon, c'est un match de division, mais quand tout est joué et puis il n'y a plus d'enjeu, je pense que les Bears vont faire souffler aussi les titulaires de leur côté. Puis les Lions, peut-être sur la fin de saison, vont faire jouer leurs titulaires, eux, par contre. Vous voyez qui sur ce match? Chicago à l'honneur. À l'honneur? Ouais. Moi aussi, Chicago. Ouais, Chicago. Ils ont des meilleurs backups aussi. Moi, je vois Ben Johnson faire une fleur à Dan Campbell pour qu'il finisse en positif, mais... Ouais, pareil, j'y vais avec les Lions, moi. Pas croire qu'ils vont finir la saison comme ça, sans une victoire. Ça, c'est magouille, vous dites. Ouais, après, ils se connaissent très bien, donc voilà. Et puis, j'ai envie de dire, les Bears, quel intérêt ils ont de faire jouer pareil leur titulaire ou quoi que ce soit sur ce match, quoi. Il n'y a aucun intérêt, je pense. Aucun intérêt. Et on sait qu'une bye week supplémentaire en NFL avant les wildcards, c'est toujours bénéfique, quoi, on va dire. Ça fait du bien, quoi, à tout le monde. On passe peut-être à un match où là, ça peut encore... non, j'allais dire ça peut... si, ça... je croyais que les Chargers pouvaient encore remporter l'AFC, mais non, apparemment non. Sur mes stats là que j'ai, où les stats sont pas à jour. Mais le Chargers Broncos... il me semblait que les Chargers pouvaient encore embêter les Broncos au seed 1, mais non, pour la division c'est mort. Après par contre c'est vrai que les deux équipes elles ont intérêt à essayer de gratter sur la position en playoff, donc je pense que les deux équipes vont jouer à fond, mais alors après jouer à fond ou pas, parce qu'elles peuvent se retrouver aussi derrière en playoff, donc c'est toujours un peu compliqué ce genre de match pourri, donc c'est le match, on sait pas trop ce que les coachs vont donner comme consigne, quoi. Oui, les seuls qui peuvent remporter l'AFC aujourd'hui, pardon, c'est moi qui fais une erreur, c'est les Patriots, les Jaguars ou les Broncos, quoi. Voilà, c'est les seuls qui peuvent avoir une chance de remporter l'AFC aujourd'hui. Et les Chargers ont déjà annoncé qu'ils joueraient sans Justin Herbert. Donc voilà. Voilà. C'est un mal high en plus. Oui, en plus, oui, c'est chez les Broncos. Denver.
J'ai l'impression que les Broncos, ils ont joué toute la saison chez eux à la fin de saison. Hein. Ils ont quasiment jamais joué à l'extérieur. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vrai, j'ai la même sensation. C'est marrant. Non, mais c'est vrai, ils ont joué les Jaguars chez eux. Que les gros matchs, ils ont toujours joué chez eux, quoi. Mais bon, après, ils ont joué Kansas City à l'extérieur. Bon, bah, Kansas City est retourné dans les années 2005. À pick top 10 de la draft. Bref, on enchaîne aussi sur le Cardinals-Rams après. Là, pareil, les deux équipes n'ont plus rien à jouer. Bon, les Cardinals peuvent gratter une place à la draft, peut-être. Bref, voilà. Non, ouais, Rams, pas d'enjeu sur ce match. Non. Les Rams vont faire rouler. Rams. Ok. Kansas City Raiders qui se joue à l'Allegiant Stadium de Las Vegas. Kansas City. Vous tankez, c'est réserve, vous gagnez. Franchement, je sais même pas. Mais si, ça me fait plaisir. Laisse, c'est pour nous. Ouais. Bon, on a remporté le Super Bowl là-bas, ça m'allait très bien, mais... On se fout de la gueule des Jets, mais quand même, les Raiders, c'est quand même presque aussi mauvais, quoi. Hein. Mais quand tu vois, j'en parlais hier dans notre émission du Foot US de A à Z, quand tu vois qu'ils ont drafté quand même Brock Bowers, quand même, qui est un top joueur à son poste. Ouais. Ils ont drafté Ashton Jeanty. Bon, Jeanty, c'est le mec qui se fait saquer 3 yards avant la ligne de scrimmage. Je sais pas si on se rend compte. 3 yards avant, c'est quand même très grave. Et ils ont drafté JPG d'Oregon, donc qui était le centre d'Oregon. C'est quand même 3 joueurs qui sont plutôt d'un bon niveau. Et derrière, tout le reste autour. Et puis Max Crosby. Et sinon, tout le reste autour, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui va. Je sais pas ce qu'ils vont faire à la free agency, mais moi, on peut pas virer tout le monde, mais je garderai les 4 là et tout le reste, ça serait dehors, quoi. C'est catastrophique, quoi. Il y a un gros souci, hein. Je pense que Pete Carroll, soit il a pris un coup de vieux, Geno Smith, c'était catastrophique cette année, là. Catastrophique. Un seul bon match, quoi. Et puis, il faut les limiter. Piquet n'a rien fait non plus. Et puis là, le problème, c'est qu'ils vont drafter un quarterback, mais si tu mets pas une O-line derrière, si tu mets pas des cibles, si tu mets pas ce qu'il faut, le quarterback, tu peux drafter qui tu veux, hein, tu peux drafter le meilleur du monde. Hein, ils vont drafter le c'est sûr, et ça va être un massacre. Quoi. Non. Donc, je sais pas. Moi, je sais pas. Alors après, peut-être qu'à la Free Agency, ils vont adresser des gros besoins. Ils ont du cap, ils ont ce qu'il faut normalement. Donc, si je me trompe pas, ils vont peut-être pouvoir faire des investissements. Mais on a Jawan Taylor. Il fait que des false starts, mais à droite, il est plutôt pas mal. On peut leur laisser s'ils veulent. Mais bon. Il y a d'autres lignes aussi à prendre en compte. Donc, vous dites Kansas City ou Raiders quand même? Kansas. Moi, je dis Raiders. Ouais, ok. Allez, soyons fous. Par accident. Ok, d'accord. D'accord. Et là, ça va concerner FMB sur ce match parce que les Dolphins ont joué les Patriots. Et les Dolphins peuvent avoir des regrets sur cette fin de saison. Ils ont fait une fin de saison incroyable. Tua est peut-être le futur de la franchise. Non, je déconne. Ils vont rencontrer les Patriots. Les Patriots peuvent donc remporter déjà leur division, l'AFC East, et peuvent remporter encore l'AFC. Ce qui serait quand même passé de 4... c'est quoi 4-13 l'année dernière 4-13 l'année dernière, et puis là ils peuvent être en 14-3 cette année, ce qui serait quand même une saison incroyable, malgré le calendrier, malgré tout ça. Mais on sait qu'en NFL, il faut quand même remporter les matchs avant tout. Toi, Olivier, rival, tu en penses quoi de ces Patriots ? Écoute, c'est une bonne équipe, On peut critiquer pas mal de choses, le calendrier comme tu dis, etc. Mais dans l'AFC où il y a vraiment pas d'équipe qui domine, qui est vraiment au-dessus de tout le monde. Ils ont gagné les matchs, ils sont là. Il faut qu'ils gagnent ce match pour être premier, donc ça va passer contre les Dolphins, même si les Dolphins, ils sont pas si mauvais que ça en fin de saison. Le petit QB là, je sais plus d'où il sort là, il est pas si naze que ça. Quinn de Texas. De Texas, exactement. Ouais. Mais non, les Patriots, moi, franchement, je veux pas les en playoff, je veux pas aller à Foxborough, quoi. Hein. C'est pas une bonne idée, hein. Non, ils ont eu un calendrier favorable, mais c'est une très bonne équipe. Moi, je pense qu'il fera pas un temps à mettre un mammifère marin dehors. Et qu'on va les trouver tous congelés sur la ligne latérale. Donc, je pense que les New England vont les croquer
comme des Mr. Freeze, nos amis dauphins là. Et sur ce, je suis désolé les garçons, il faut que je vous quitte. Merci à tous. Merci, Jeff. Bonne fin d'émission. Salut. Et n'oubliez pas de soutenir les Steelers dans le dernier match, hein, parce qu'ils vont en avoir besoin aussi. Bonne soirée, Jeff. Salut. Go Ravens! Et juste la petite aparté, j'aurai un épisode normalement avec Richard Tardit sur le foot US de A à Z pour faire un premier bilan des Patriots. Donc, qui de mieux que de recevoir Richard sur notre épisode. Voilà, qu'Olivier connaît très bien, qui a fait pas mal de podcasts avec lui. Passe le bonjour. Passe le bonjour. Et attention là, c'est peut-être le futur maire de Biarritz, alors fais gaffe. Hein. Monsieur le maire, pardon. Donc voilà, il faut que je leur contacte. On devait le faire il y a 3-4 semaines de ça. Et on n'a pas pu par rapport au planning de chacun. Et du coup, là, faut que je le relance pour qu'on puisse parler de ces Patriots, bien évidemment. FMB, toi, tu te sens serein sur ce match? Non, bien sûr que non. Bon, bien sûr, les Pats sont favoris largement. Après, je vous dis, peut-être qu'ils vont est-ce qu'ils vont vraiment aller se battre jusqu'au bout pour le gagner? Je sais pas. Je suis pas. En sachant que les Broncos se jouent avant. Donc, je crois. Attends, si je dis pas de bêtises. Ah non, les Broncos jouent à 10h. Non, pareil. Ils jouent à la même heure. Ils jouent à la même heure. Non, donc ça changera rien. Ok. Pierrot, toi, tu vois quoi sur ce match? Oui, sans surprise, les Patriots, sur leur dynamique et tout. Moi, je suis assez impressionné par ce qu'ils font. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est tellement homogène que pourquoi pas eux pour aller au bout, malgré qu'il y aura une expérience. Mais tout le monde ne veut pas jouer les Patriots aujourd'hui, hein, ça c'est clair, comme beaucoup d'équipes, mais surtout aller jouer à Foxborough, quoi. On sait tous la magie de Foxborough, quoi. On enchaîne, on passe aux Commanders Eagles, messieurs. Les Eagles ne rassurent pas spécialement en attaque, mais leur défense est toujours là. Jalen Carter est revenu la semaine dernière, il a mis un peu le bazar dans la ligne des Bills parfois, mais les Commanders vont décevant, mais décevant aussi parce que leur quarterback est blessé, il n'y a pas de O-line devant, on peut encore avoir le même discours qu'en début d'émission. Pour vous, le Commanders Eagles, les Eagles vont remporter ce match, c'est sûr, quasi sûr, on va dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Les Eagles, si je me trompe pas, s'ils gagnent, ils sont 2, donc c'est quand même un bel avantage dans les playoffs. Donc je pense qu'ils vont jouer et qu'ils vont le gagner, quoi. Ouais. Au moins, ils vont jouer le début de match, et puis après, si ça se déroule bien, ils vont sortir les titulaires assez rapidement, et puis ils vont faire tourner, quoi. Ils vont faire tourner. Ouais. Oui, parce que on sait que puis pareil, aller jouer à les Philadelphie, c'est jamais simple. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans, je crois, quand les 49ers se déplacent et qu'ils finissent avec le quarterback quasiment numéro 5 tout le monde était blessé et tout, et le match, même je crois que c'est la femme de Deebo Samuel qui se faisait même cracher dessus dans les tribunes des Eagles. Donc voilà, les Eagles dans toute leur splendeur, on va dire. Voilà. Les Eagles, c'est un peu l'équivalent du PSG, quoi. Faut se rappeler quand ils avaient gagné le Super Bowl, ils avaient commencé à péter leur ville, quoi. Oh non. Mais tu sais qu'apparemment, c'est le seul stade où il y a une prison, le stade des Eagles. Non, il y en a dans tous les stades NFL. Il y a un tribunal. Comparution directe. Tu fais la merde dans un stade NFL, ils t'emmènent dans les sous-sols, c'est comparution immédiate. On voit des bagarres. On voit des bagarres tous les week-ends dans les tribunes, donc il y en aura un paquet. Hein. C'est pour ça qu'ils ont mis un tribunal dans les stades NFL. C'est comparution immédiate, direction la prison si tu fais trop le con, quoi. Les mecs, ils font un tailgate un peu trop arrosé, puis voilà, ils se battent à la fin, quoi. C'est peu n'importe quoi. Bref, et on passe au dernier match qui va concerner l'autre Olivier, on va dire. Et c'est le Ravens Steelers. Et là, ça se joue à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Bref, la météo va pas changer grand chose parce que chez les Ravens, la météo n'est pas toujours la plus clémente non plus. Mais c'est toujours pourri. Mais moi je sais pas quoi penser de ces Steelers. Il y a des moments où ils sont capables d'aller gagner aux Lions en marquant plus de 20 points, et puis là ils finissent chez les Browns à marquer 6 points. Tu comprends pas. Il n'y a pas d'Ike Metcalf. Moi, le seul joueur qui me fait peur en attaque
chez les Steelers, c'est pas faux. c'est DK Metcalf. Le reste, il n'y a rien. Quand tu vois son remplaçant, il est incapable. Combien de fois il a droppé des ballons contre les Cleveland Browns? Franchement, et même dans la zone d'en-but. Je suis d'accord. Puis leur cordeau offensif aussi, hein. L'ancien coach des Falcons, c'est effrayant comme coordonnateur offensif. Hein. Déjà, je pense sais pas ce que vous en pensez, mais... Toute une partie de la semaine, déjà, ça va être une partie de poker menteur pour savoir si Lamar joue ou pas. Je pense que ça va bien occuper les Américains, ça. Et ça va aussi quand même un peu dépendre de ce qui va se passer dimanche soir pour moi. Moi, je pense que même Tyler Hunter, il est bon. Il est bon. Parce que, à ce qu'on a pu voir sur les derniers matchs, franchement, il lance bien sa balle. Moi, ce qui me fait peur chez les Ravens, c'est encore les mains des receveurs. Flowers, j'espère qu'il s'est acheté du spray, tu vois, pour ses gants. Il a plus de drop que de touchdown et il est pris au Pro Bowl. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. Ça fait 2 ans de suite où il nous nase les balles alors que achète du spray pour tes gants, gars. C'est pas possible. Donc, moi, c'est le seul truc que j'ai peur. Donc, après, on voit bien, Derrick Henry, il est en train de grow up, là. Ceci n'est pas un sponsoring. Ça va faire du sale. Et puis, on sait très bien, tout en étant positif, on sait très bien que Aaron Rodgers, à l'âge qu'il a, il ferait mieux de regarder les matchs devant la télé. C'est dur quand même, je trouve ça dur moi, mais c'est très dur, mais c'est réaliste. Aaron Rodgers ne regarde pas la télé à cause des ondes. J'ai adoré Rodgers, mais ça n'est pas si loin que ça. Et il devait prendre des cours de yoga avant les matchs, ça lui ferait du bien. Mais après, les Ravens, je pense qu'ils vont passer. Par contre, il y aura quand même un vrai effet météo à surveiller parce que je regardais, ils annoncent potentiellement de la neige à Pittsburgh lundi soir. Donc ça peut brouiller les cartes si ça tombe. Non. C'est pour ça, un petit spray pour les gants. Il y a quand même une chose qui peut aussi faire basculer le match, c'est la défense des Steelers. S'ils step up sur ce match, et aussi qu'ils sont capables de le faire et de s'imposer. J'ai une bêtise, 12-9, ils en sont capables. Hein. C'est tout à fait Steelers. Hein. Donc, s'ils arrivent à bloquer Derrick Henry, ça peut être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Mais ça sera le match. FMB, tu dis quoi sur ce match, toi? Non, mais je rejoins Olivier quand il dit que Metcalf, moi, c'est la clé du match. S'il joue, Pittsburgh a une chance. S'il joue pas... il jouera pas, c'est sûr. C'est sûr, il sera pas là. Donc, il est suspendu 2 matchs. Donc, moi, je pense que sa suspension a coûté malheureusement la division à son équipe parce que je ne les vois pas gagner. Rodgers, on sait que les joueurs qui jouent en conférence sec, en universitaire et à Ole Miss, on sait que c'est pas les qui ont les meilleurs cerveaux. Donc ça se confirme, Quel gâchis parce que tout ça parce que il s'est fait charrier, je crois, contre le mec des Lions avec sa perruque bleue là. C'est vraiment bizarre d'ailleurs comme situation. Et puis t'es un joueur de la NFL, qu'est-ce que tu vas aller te prendre la tête avec un mec qui porte une perruque bleue. Enfin franchement un peu de bon 3 sens, grammes dans quoi. chaque bras en plus, machin, donc ça sert à rien. Puis en plus tu sais très bien que si tu lui mets une tarte à un mec comme ça, il va tomber par terre direct. Enfin, franchement et puis tu fais capoter toute ton équipe là. Moi je suis Mike Tomlin là, j'ai du mal à m'endormir quoi. Oui. Du coup, tout le monde vote Ravens là? Ouais. Bah, moi, oui. Moi, je mets Steelers parce que c'est chez eux, mais après, comme bonne nouvelle du côté des Steelers, ils ont annoncé là il y a quelques minutes que TJ Watt devrait jouer. Rival a disparu. Ça change l'image de la défense déjà. Hein. Ouais. Bah, bien sûr. Bref, après, tout le monde suivra ce match. Si on a un Lamar qui est capable de courir.
Ouais, Lamar, il était déjà pas mal blessé. Alors là, je sais pas s'il faut compter sur lui là. Je sais pas. Ouais, moi, je pense qu'il va jouer. C'est pas le mec qui a resté sur le banc. Hein. Je suis pas sûr que ça soit une bonne chose, tu vois. Parce que le Tyler Hunter, il fait quand même le taf. Hein. Tyler Huntley, ouais. Tyler Huntley, pardon. Ouais. Franchement. Eh ben, on va conclure là-dessus, je pense. Ouais. On risque de voir un match à l'ancienne. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve donc l'année prochaine en play-off. Ouais. Que des bonnes nouvelles, quoi. Eh ben, super. Voilà, on diffusera cette émission, je crois, le 1er de l'an, parce que c'est drôle. Et n'oubliez pas les quarts de finale de college jeudi, ça va être pas mal. Voilà, et n'oubliez pas de rentrer vos pronos sur prononfl.com parce que c'est drôle. Moi, je peux faire un petit big up. Voilà, tu voudrais faire une pub pour un spray pour les chaussures ? Non. Je voudrais faire un big up aux Gavroches de Paris qui ont gagné le NFL Flag U13. Voilà. Et qui, grâce à ça, vont partir. Les Gavroches de Paris, c'est l'équipe Flag des Dragons de Paris. Ah, les qui vont. Et qui vont aller à San Francisco pour aller voir le Pro Bowl. Voilà. Wow. Donc un petit big up pour eux. Bravo. C'est des moins de 13 ans. Donc les ch'tis vont vivre le voyage de leur vie. Alors faut faire gaffe parce que Trump il enferme n'importe qui maintenant. 13 ans, pas 13 ans. Donc voilà. Merci beaucoup messieurs. Et n'oubliez pas nflprono.com. nfl.com, FUTUS de A à Z. Et surtout, va sur Le Bon Coin et eBay et procure-toi l'Amérique et le sport par Olivier Réval. Et n'oublie pas, I play American Football in France. Et oui, bien sûr, le groupe Facebook fabuleux. Voilà, merci. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Salut, passez de bonnes fêtes. Salut. Ciao tout le monde. Bonne fête, ciao. Looks to Martin, single coverage. He caught it. He's the best in the game. Touchdown! Sir, you can't come in here. Shut up, I'm a football player. My people call me Mr. Touchdown. Anybody who comes in my zone gets laid out. My Bobby. I throw, you catch. It's not that hard. Dominique, Nika, s'en allait tout simplement. That's what I do. I wake people